Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Arnaud Vance de l'association Les Greniers d'Abondance. L'alimentation est un des besoins vitaux de la sécurité et de la stabilité des sociétés. Pourtant, aujourd'hui, la sécurité alimentaire française est en péril et le sujet n'est pas pris en compte à la hauteur des enjeux. Le système alimentaire est défaillant en termes de santé publique, de conditions de travail et d'impacts environnementaux. Il est également extrêmement vulnérable vis-à-vis de la dérive climatique, de la raréfaction des ressources et de l'effondrement de la biodiversité, mais également face aux tensions économiques et géopolitiques croissantes. De nombreux obstacles s'opposent à sa transformation, tels que la concentration des pouvoirs et des capitaux, la politique commerciale et agricole, ou l'imprégnation idéologique du modèle agro-industriel. Saviez-vous par exemple qu'en France, seules 4 centrales d'achat contrôlent 92% du marché alimentaire, et que l'élevage mobilise 85% de la surface agricole utile ? L'association Les Greniers d'Abondance, qui mène un travail de recherche sur les voies de résilience des systèmes alimentaires, a publié récemment le rapport Qui veille au grain ? Sécurité alimentaire, une affaire d'État. Il vise à expliquer les défaillances et les vulnérabilités générées par l'organisation actuelle du système alimentaire, examiner les obstacles à surmonter et proposer une stratégie politique nationale pour tendre vers un système alimentaire durable et juste. On en parle avec Arnaud Vance, bénévole de l'association. Avant de lancer l'épisode, je voulais vous rappeler que Présage est un podcast indépendant et gratuit depuis 2018. La meilleure façon de me soutenir est de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, de partager les épisodes et de me suivre sur les réseaux sociaux. Merci. Arnaud, bonjour. Bonjour Alexia. Est-ce que tu peux commencer par dire quelques mots pour te présenter et présenter bien sûr l'association Les Greniers d'Abondance ? Moi c'est Arnaud Vance, donc je suis membre et administrateur bénévole de l'association Les Greniers d'Abondance depuis quasi le départ. C'est une association qui a 4 ans. Moi initialement j'ai une formation d'ingénieur dans le domaine de l'énergie, donc j'ai bossé quelques années dans ce domaine-là, disons énergie plutôt conventionnelle, et suite à ça, et après petit à petit aussi via une prise de conscience qui du coup date pas d'hier, j'ai bifurqué tranquillement vers l'agroécologie, l'alimentation, la transition alimentaire au sens large. Et du coup aujourd'hui je suis formateur en agroécologie et bénévolement je travaille pour les greniers. Et donc l'association Les Greniers d'Abondance, c'est une association qui a 4 ans aujourd'hui et on travaille sur la résilience alimentaire. Donc en fait on travaille exactement sur comment rendre plus résilient, plus durable notre système alimentaire, c'est-à-dire toutes les parties, tous les maillons de la chaîne alimentaire qui permettent à la population de se nourrir sainement, en quantité, durablement. Et c'est que des bénévoles, je me dis. Alors on est globalement beaucoup de bénévoles. Et aujourd'hui on est une centaine de membres. On a une conseil d'administration d'une 15aine de personnes très actives et on a 2 salariés pour le coup qui travaillent spécifiquement sur un outil de diagnostic qui s'appelle Crater. On peut en dire un mot du coup. On peut en dire dès quelques maintenant. mots. Donc le calculateur pour la résilience alimentaire des territoires. Donc c'est une page internet crater.résiliencealimentaire.org. Juste avec son code postal, ça sort un diagnostic de son système alimentaire sur différents maillons. On pourra y revenir plus tard. Sur par exemple l'adéquation entre la production et les besoins donc sur le territoire, la quantité. Enfin, il y a une vingtaine d'indicateurs sur l'eau, la population agricole, l'artificialisation des sols. Et voilà, ça permet facilement d'avoir un diagnostic à la fois sur là où on est bon, là où on est moins bon, quels sont les obstacles aussi sur notre territoire. Et ça permet d'avoir un peu les forces et faiblesses et voir derrière quel levier d'action autour de la transition alimentaire de son territoire. Et on permet aussi un diagnostic à différentes échelles, donc communes, intercommunalités, donc comités de communes en gros, départements, régions. Voilà, donc c'est un outil à la fois de sensibilisation pour le grand public et aussi un outil vraiment opérationnel pour les collectivités territoriales, les élus, notamment les personnes qui sont en charge de projets alimentaires territoriaux par exemple ou des acteurs de l'alimentation en général. Donc l'asso a publié 2 guides ces dernières années. Donc le premier c'était Vers la résilience alimentaire, faire face aux menaces globales à l'échelle des territoires. Et en 2022, donc il y a quelques mois, Qui veille au grain, sécurité alimentaire, une affaire d'État. Et donc c'est plutôt de ce second guide qu'on va parler aujourd'hui qui permet de comprendre en quoi le système alimentaire
français et mondial est défaillant et vulnérable. C'est un livre, un guide qui propose aussi des stratégies et des leviers pour faire face à toutes ces menaces et faire advenir une sécurité alimentaire dans un monde qui est en crise multiple, évidemment. Sous tension, c'est ça. Sous tension, ouais. On va peut-être commencer par les définitions. Comment est-ce qu'on peut définir les notions de résilience alimentaire et de sécurité alimentaire et comment les deux notions sont liées entre elles? Ouais. Et c'est vrai que le terme résilience, il est vraiment à la mode depuis quelques années, de plus en plus même. C'est même un peu galvaudé. Oui, il commence à être galvaudé. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de définition claire, unique de ce terme-là. Et donc selon les personnes qui l'utilisent, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Même parfois, c'est même l'opposé. Donc nous, on l'entend le terme résilience alimentaire dans le sens où comment notre système alimentaire, tel qu'il est aujourd'hui, peut rebondir ou se réorganiser après un choc, une perturbation. Ça peut être des perturbations subites comme une inondation, un incendie, une guerre, un épisode de Covid, ou des perturbations plus longues comme le changement climatique ou l'effondrement de la biodiversité, qui sont enclenchés et on sait que ça va durer et donc ça pour le coup c'est soit des chocs imprévisibles ou prévisibles, voilà, court terme, long terme. Et donc comment notre système alimentaire peut continuer à nourrir sainement, durablement la population pour maintenir cette sécurité alimentaire. C'est que la sécurité alimentaire, en tout cas, nous on s'intéresse à la sécurité alimentaire française pour le moment, en tout cas. On a l'impression qu'on a une bonne sécurité alimentaire, mais voilà, c'est sans compter toutes les vulnérabilités du système actuel, les menaces qui pèsent sur lui et qui en plus qui sont des menaces qui en ce moment s'accélèrent et en fait selon les cas, on n'est pas vraiment préparé, ou en tout cas on n'a pas forcément en tête que notre système est au final assez fragile. Enfin, aujourd'hui, en tout cas. Et quand on parle de système alimentaire, en tout cas dans ce guide-là, qu'est-ce que ça recouvre exactement? Le système alimentaire, souvent, on pense tout de suite à l'aspect production, les agriculteurs, mais en fait, c'est juste un petit maillon du système alimentaire, ça. C'est presque devenu même une variable d'ajustement. Et le système alimentaire, c'est toutes les activités qui permettent notre alimentation. Donc, ça va être déjà les intrants, donc tout ce qui va être les semences, les engrais, les pesticides, les phytosanitaires au sens large, tout ce qui va être la mécanisation, les tracteurs, l'aspect production bien sûr, la transformation, la distribution, la consommation, tout ce qui va être la gestion des déchets aussi, et bien sûr après un peu les transports aussi. Les transports, logistique, ouais. Ça, la logistique pour le coup, on est complètement dépendant aujourd'hui, on pourrait y revenir de la logistique qui est elle-même dépendante du pétrole. Et après, il y a aussi la politique dans ce système alimentaire. On peut aussi parler de la politique foncière, de ce qui se passe au niveau des collectivités ou même de la PAC. Tout ça, ça rentre dans le système alimentaire. Donc c'est très large. C'est très large. Ouais. Dans la première partie du guide, il y a un rappel des points clés des points clés de défaillance, on va dire, du système alimentaire mondial et français. Je pense que c'est quand même important d'en rappeler certains, même si c'est quand même, je pense que c'est quand même il y a des faits qui sont assez connus, mais en tout cas, on peut dire que c'est un système alimentaire qui, déjà, ne nourrit pas la planète, contrairement aux promesses qu'il fait, dont les paysans sont aussi les premières victimes. Je te laisserai développer après certains points. C'est une alimentation qui est aussi le premier facteur de dégradation de la santé publique. Un système alimentaire qui est aussi un principal coupable de la destruction de nos équilibres planétaires, c'est-à-dire c'est un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, responsable de l'effondrement de la biodiversité, de l'accaparement des ressources en eau et en autres ressources, de l'érosion des sols, de pollution des eaux et des sols. Bref, donc le système alimentaire est coupable et responsable de beaucoup des maux qui s'abattent sur nous. Non, il n'y a pas que lui, mais effectivement, c'est un des principaux acteurs de toutes ces choses-là. Ouais. Mais effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que de base, le système alimentaire tel qu'il est aujourd'hui, il répond pas au rôle qu'on pourrait lui donner, c'est-à-dire de nourrir en quantité, sainement, durablement la planète et même en tout cas le système aussi français. Et en fait, il a déjà de nombreuses défaillances. On a cité déjà quelques-unes qu'on peut développer. Il y a des défaillances sanitaires, des défaillances environnementales, sociales et économiques. Et d'ailleurs, ces défaillances-là, elles sont en général pas prises en compte dans le prix que le citoyen, que le consommateur paye.
Et par contre, elles sont, c'est la collectivité derrière qui va. C'est les coûts cachés. Voilà, les coûts cachés ou externalités négatives, on peut aussi employer ce terme-là. Effectivement, au niveau mondial, le système alimentaire, c'est la première activité humaine responsable du changement global. Donc, si on prend juste l'aspect déjà environnemental, sur l'aspect réchauffement climatique, c'est 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. En France, c'est plutôt 25%. Donc avec le méthane, dioxyde de carbone, protoxyde d'azote, ça c'est plus pour l'aspect élevage. On sait que ce réchauffement climatique, à la fois donc le système alimentaire a une cause très grande dans ce réchauffement climatique là, et en plus c'est une des premières victimes. Et donc ce changement climatique, il va, en tout cas pour ce qui est de la France, il va avoir des impacts très lourds. Les agrosystèmes de certaines régions vont devenir potentiellement obsolètes du fait de ce changement climatique. Donc il y a une nécessité de base de toute façon de faire évoluer le système. C'est aussi au niveau de la biodiversité, c'est ce système alimentaire là qui engendre un effondrement de la biodiversité, que ce soit au niveau mondial ou même français. Là on a perdu, je crois que c'est 60% des effectifs d'invertébrés en 40 ans. On est clairement dans un effondrement du vivant qui correspond à une 6e extinction, quand on parle même au niveau des temps géologiques. En France, on a perdu 30% de nos oiseaux dans les zones agricoles. Pareil sur les insectes. Et on sait que c'est vraiment le fait d'avoir des paysages homogènes, de moins en moins de haies, etc. Et ça a un gros impact au-delà même des pesticides ou de l'artificialisation des sols. C'est vraiment la manière, nos pratiques, agricoles, qui ont un impact fort, ou même d'élevage, sur la biodiversité. Et tout le monde s'en fout. En tout cas, les enjeux sont pas forcément bien pris en compte, quoi. Et je fais une petite parenthèse. J'avais vu un post de Juliette Noël, donc la journaliste, à la suite de la COP biodiversité là, qui disait que dans le rapport ou l'accord final de la COP biodiversité, il n'y avait pas une seule mention du mot viande. Donc c'est quand même un petit peu on sait très bien problématique. Diminuer notre consommation de viande, en tout cas en France, même pour notre santé à nous, humaine, ce qu'on sait, c'est qu'on consomme 2 fois trop de viande juste pour notre santé à nous. Effectivement, et la consommation de viande, que ça soit de ruminants ou de monogastriques, sans trop rentrer dans le détail, ça a des impacts énormes sur la pollution, la consommation de ressources, la pollution de l'eau. Puis même ça rentre en concurrence aussi avec l'alimentation humaine. Dans les 3 grands piliers de comment faire évoluer notre système alimentaire, il y a le fait de manger moins de viande, ça c'est vraiment quelque chose de prégnant. Donc c'est un système qui est extrêmement défaillant et qui est aussi très vulnérable. Il y a différentes menaces qui pèsent sur la stabilité de ce système alimentaire. Donc évidemment, la dérive climatique, comme on l'a dit, l'effondrement du vivant, l'épuisement des ressources, la dépendance aux énergies fossiles et tous les risques politiques et aussi économiques et les choses imprévues qui peuvent se passer, type pandémie. Voilà, quelles sont les typologies de chocs qui peuvent survenir de façon brutale ou sur le long terme que toutes ces menaces peuvent entraîner? Peut-être juste pour revenir sur les défaillances du système, je pensais il y a peut-être quelques clés qui sont intéressantes, qu'on peut aussi aborder. C'est les défaillances sociales du système. Juste si on parle des agriculteurs en France, faut savoir que les agriculteurs en France, c'est des agriculteurs en général qui gagnent pas leur vie, alors même que c'est une catégorie socio-professionnelle qui travaille le plus et qui gagne le moins. On estime qu'il y a 1/4 des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et le revenu moyen, c'est pas quelques centaines d'euros? Alors je sais que la majorité gagne, au taux horaire, ils se payent moins que le SMIC. En tout cas, c'est 70% du SMIC en gros. Et après, il y en a qui gagnent très bien leur vie. Ça c'est vrai, mais globalement, ça reste très compliqué pour eux. Et socialement aussi, on a aussi, en France, on a 5 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire pour se nourrir. Mais non, en plus, c'est des chiffres qui ont tendance à augmenter, notamment depuis le Covid. Et on a en gros 1/3 des Français qui disent se restreindre sur la quantité de ce qu'ils mangent ou de la qualité. Qui se restreignent ou même s'ils n'ont pas accès du tout à une alimentation de qualité. Oui, voilà. C'est ça. Parce que c'est bien beau de dire que manger bien, ça coûte pas si cher, mais en fait, il faut déjà c'est pas vrai. Et puis en plus, il faut pouvoir accéder aux produits, quoi. C'est vrai, et en plus à côté de ça, sur l'aspect défaillance sanitaire, si on parle, il y a des gens qui entre guillemets se nourrissent mal. Alors quand je dis c'est pas forcément de leur faute, mais c'est aussi l'accès à l'alimentation qui parfois est
est défaillant, ou il y a en tout cas une part de responsabilité forte de la grande distribution en France et de l'agroalimentaire en général, qui concentre 92% du marché alimentaire. Enfin, en tout cas, il y a quatre grandes enseignes, de groupements d'achat qui concentrent 92% des parts de marché en France au niveau de l'alimentation. Donc c'est énorme. Donc en gros, la grande distribution. Ça veut dire que 92% des produits alimentaires qui sont achetés sont achetés dans les centrales, donc c'est Leclerc, Auchan, Carrefour. Et... C'est ça, Auchan, voilà, Leclerc, Carrefour, Casino. Alors, en fait, il y a certaines grandes enseignes qui sont déjà regroupées elles-mêmes dans des centrales d'achat. Alors j'ai plus le nom, je crois qu'il y a Horizon. Je l'avais noté quelque part. Leclerc Envergure, qui regroupe Carrefour, Cora et Système U. Horizon qui regroupe Casino et Auchan et Intermarché. C'est ça. Donc en fait, vu qu'il y a 92% des parts de marché qui appartiennent à ces grands groupes-là, en fait, le consommateur au final a pas tant le choix que ça de consommer. Et donc ça veut dire que dans les 8% qui restent, dans les 8% c'est les commerces c'est les AMAP, indépendants les indépendants, ouais. C'est incroyable. Ah oui, mais c'est vraiment négligeable, ouais. Oui, ils ont vraiment c'est un oligopole, le terme utilisé. Et donc le marché, c'est aussi historiquement, ça c'est comme ça que ça s'est passé, que ça soit dans tous les domaines, dans tous les maillons du système alimentaire, il y a eu une spécialisation, une concentration qui continue encore aujourd'hui. Alors même qu'on sait qu'il faut pas aller dans ce sens-là. Et qu'on a l'impression, si on est un peu dans une bulle, que les circuits courts, le local, le bien manger, etc., ça progresse, mais en fait, non. Oui, il y a beaucoup, en tout cas dans les paroles, etc., c'est beaucoup ce qu'on entend dire en ce moment. Il faut reterritorialiser notre alimentation, faire manger plus local, mais en fait, aujourd'hui, la dynamique, elle est encore à l'inverse de ces discours-là, en tout cas. Donc, pour revenir sur l'aspect vulnérabilité, est-ce que tu veux développer un peu ? Donc, ce système, déjà, on voit de base, il n'est pas durable tel qu'il est aujourd'hui. Et en plus, les conditions qui ont fait en sorte que ce système soit comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire un climat plutôt stable, une économie florissante, une énergie pas chère, ça, on sait que c'est terminé. En tout cas, c'est en train de se terminer. Et en plus, il est vulnérable par rapport à des grands changements globaux actuels et futurs. Le changement climatique, c'est ce qu'on entend le plus. Et en fait, ce qui va se passer par rapport au changement climatique, c'est que, ce que je disais un peu tout à l'heure, en fait, le climat futur va devenir hostile à l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui. Si on prend un scénario à 2,5 degrés de plus en 2100, ce qui est à peu près sur quoi on se dirige aujourd'hui, en gros, on sait que les sécheresses, les pires sécheresses qu'on a eues là récemment, c'est quelques dizaines. Je sais que on a eu 2 ou 3 grandes sécheresses récentes. Je crois que c'était de 76, 2003. Et en fait, ça, c'était des épisodes exceptionnels, en fait, qui vont devenir la norme dès 2050 dans des grandes parties de la France, et en 2100 quasi partout en France. Donc, on va être obligé de s'adapter par rapport à ce changement climatique. Et voilà, 2050, c'est demain, parce que vu qu'on a une inertie climatique, on dit de 20 ans à peu près, on va dire que dans tous les cas, aujourd'hui, on doit s'adapter, même si on doit bien sûr réduire toutes nos émissions de gaz à effet de serre. L'adaptation va être primordiale dans les années futures, que ce soit pour la production végétale ou animale. Et sur la dépendance aux énergies fossiles, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte que toute notre alimentation est 100% dépendante du pétrole, quoi. Oui, ça des fois c'est quelque chose qui est pas forcément bien compris, la dépendance totale qu'on a aux énergies fossiles. Souvent on parle de notre souveraineté alimentaire en France, mais en fait c'est vraiment quelque chose de galvaudé. Tout notre système alimentaire est dépendant du pétrole aujourd'hui. Il était à peu près autonome il y a 60 ans, puis petit à petit, il est devenu complètement dépendant. On peut parler des engrais, par exemple, les engrais azotés, notamment. Donc l'azote, c'est vraiment quelque chose de limitant pour la pousse des plantes. Et 2/3 de nos engrais azotés sont produits à partir de gaz naturel. Il faut 3 tonnes de gaz naturel. Gaz naturel. Gaz fossile. De gaz fossile, oui, voilà. Ouais. Donc de méthane, il faut pour produire 1 tonne d'azote. Et pareil sur le phosphate. Alors phosphate, pour le coup, c'est une ressource épuisable, mais une ressource minière. On n'a plus de mines de phosphate en France, et on va le chercher en Afrique, aux Philippines, en Asie, et on est 100% dépendant de ces intrants-là. Et sans ces intrants-là, nos rendements agricoles chutent complètement. On peut parler aussi de la dépendance au pétrole par rapport à la logistique. On a 30 000 semi-remorques qui traversent la France tous les jours, juste pour alimenter ce système alimentaire. Et donc voilà, la transition énergétique sur la logistique, en tout cas, n'a pas encore eu lieu. Et puis voilà, globalement, on a, quel que soit le mélange du système alimentaire, le pétrole est omniprésent partout.
Et ça, c'est vraiment une grosse dépendance qu'on a au niveau des ressources, quoi. Puis même Même au-delà on peut du... parler de la voiture individuelle aussi. Il y a, je crois que c'est 90% des gens se déplacent en voiture pour faire leurs achats alimentaires. Je crois que c'est une moyenne hebdomadaire de 60 km par semaine pour un foyer de 3 personnes. Et on a aussi de plus en plus, malheureusement, notamment dans les petites communes. Je crois qu'il y a 7 communes sur 10 aujourd'hui qui n'ont plus de commerce alimentaire. C'est surtout des petites communes, hein. Mais ça représente quand même pas mal de monde en France. Et donc ces gens sont obligés d'utiliser leur voiture personnelle pour faire leurs courses, quoi. Donc c'est vraiment une grosse dépendance. Donc on peut imaginer que avec aussi l'augmentation des coûts de l'énergie, pétrole et même gaz, électricité, ça va avoir des impacts sur le coût de l'alimentation. Oui. Oui, mais mécaniquement en fait, vu que c'est déjà le cas en fait là en ce moment. Ces calories alimentaires, il y a besoin de calories énergétiques qui sont aujourd'hui qui viennent du pétrole, notamment du gaz, et donc notamment sur les engrais azotés. Hein, on voit là pendant la pire, au moment où on était le pire, je crois avec la guerre en Ukraine, où c'était juste après le 5e confinement, il y a carrément des usines de production d'engrais azotés. Donc c'est Yara dans le monde qui est le premier producteur d'engrais azotés, notamment en utilisant du gaz. Et ils ont carrément arrêté leur chaîne de production parce que c'était juste trop cher l'énergie. Et donc après ça a repris, mais ça c'est vraiment pour montrer qu'il y a vraiment une grosse vulnérabilité de notre système alimentaire là-dessus. En fait, ces intrants-là, vraiment, si on les a pas, en tout cas dans le modèle agricole aujourd'hui, qui est éloigné de l'agroécologie, vraiment nos rendements vont chuter, quoi. Je lisais que selon des estimations compilées par la FAO, donc l'organisation de l'ONU, d'ici à 2050, la production alimentaire doit augmenter de 60% pour nourrir une population mondiale de plus de 9 milliards de personnes. Qu'est-ce qu'on peut penser du coup de cet objectif vu les tendances Nous, de ce qu'on sait, c'est par exemple, dans le monde aujourd'hui, on produit bien assez à manger. Il y a pas on manque pas de nourriture. C'est plutôt la répartition, le gaspillage alimentaire qui pose problème. En gros, aujourd'hui, un humain classique a besoin de 2000 calories par jour pour vivre, et dans le monde, on en produit 3000. Donc en fait, il y a un tiers qui est perdu. Ou à population constante, il n'y a pas forcément un besoin dès aujourd'hui d'augmenter la production agricole. Et surtout, après, on pourra y revenir, mais là, un des gros leviers aussi pour avoir moins besoin de produire trop, entre guillemets, c'est aussi de baisser nos besoins en production animale. Produire des calories animales via l'élevage, en fait, ça a un coût énorme, bien sûr environnemental, etc., mais ça rentre directement en concurrence avec l'alimentation humaine. Comment ces risques sont anticipés en France ? Nous, on se rend compte à l'association qu'il y a assez peu d'anticipation. Enfin, il y a souvent des choses qui se passent sur des points précis du maillon du système alimentaire, mais il n'y a pas vraiment de vision globale, holistique des choses. Et c'est vraiment ça d'ailleurs qu'on porte au niveau de l'association. On essaye vraiment de faire un état de l'art complet de tous les maillons du système alimentaire, et à la fois en termes de diagnostic, mais aussi de solutions et comment le faire évoluer petit à petit. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les pouvoirs publics, depuis des dizaines d'années, ont perdu un peu l'habitude de s'intéresser à la question alimentaire. En fait, c'est plutôt le marché, les entreprises privées qui petit à petit ont pris en charge ça. En fait, on est tellement confiant sur le fait que tout va bien qu'on a laissé sortir de la planification et de la stratégie d'État, quoi. Oui. C'est ça. Je pense qu'il y a une vision collective que les élus ont beaucoup, hein, que la sécurité alimentaire aujourd'hui, elle est là, elle est établie. On a notre souveraineté alimentaire. Alors même que c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure, la souveraineté alimentaire, en fait, si on n'a pas de pétrole chez nous, donc alors qu'on est complètement dépendant, on importe la moitié de nos fruits et légumes. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler le pourcentage d'alimentation que la France importe et exporte, si tu l'as Ah oui. Parce que c'est assez intéressant quand même de voir qu'en fait on produit beaucoup de choses qu'on envoie ailleurs. Alors à la fois on produit beaucoup de choses qu'on envoie ailleurs, mais il y a aussi des pays qui sont dépendants de nos exportations, donc c'est important de le conserver dans tous les cas. Mais on est aussi dépendant de l'extérieur, notamment sur les protéagineux, les tourteaux de soja, pour nourrir des animaux d'élevage dans un modèle agro-industriel intensif, donc les porcs, les volailles, etc. Et donc, par exemple, on importe l'équivalent de 3 départements français de soja qui sont cultivés au Brésil ou en Amérique du Sud, en France, juste pour alimenter du coup nos animaux d'élevage. L'équivalent de 3 départements, c'est en termes de déforestation, c'est ça ? Ouais, du coup c'est en plus. D'ailleurs, je parle juste pour ce qui est des du soja.
Et notamment la problématique des algues vertes en Bretagne, c'est issu de ça en fait. Il y a beaucoup trop de ports en Bretagne par rapport à la capacité là-bas de l'écosystème d'absorber ce lisier qui est chargé en nutriments, notamment en azote. Et malheureusement, cet azote, il part dans les sols, dans les cours d'eau et finalement dans la mer. Et en fait, il fertilise la mer, donc il fait pousser des algues, voilà, des trucs en mer. Et on a des gros problèmes. Et en plus, cet azote-là, l'air de rien, comme je disais tout à l'heure, pour faire 1 tonne d'azote, il y a besoin de 3 tonnes de gaz pour la production. Donc en fait, on envoie à la mer de l'énergie qui est perdue, quoi. Donc sur le bouclage des nutriments, ça c'est aussi une des grandes voies de résilience qui est pas du tout abordée, où il y a très peu de choses qui sont faites aujourd'hui là-dessus, quoi. Peut-être qu'on peut commencer à parler des piliers justement pour un système alimentaire qui serait durable et résilient. Donc c'est des piliers qui sont à mettre en place pour réduire les risques donc sur la sécurité alimentaire, aussi évidemment pour limiter les effets sur le climat, sur la biodiversité, sur les ressources. Il faut pour tout ça une transformation vraiment radicale du système alimentaire et assez rapide. Ouais, le système alimentaire tel qu'il est aujourd'hui, en fait, il évolue encore actuellement, mais plutôt sur une évolution. Il va aujourd'hui dans le sens inverse. On est toujours dans plus de spécialisation, de concentration, plus en plus de mécanisation. On a de moins en moins d'agriculteurs, alors qu'il en faudrait plus. En fait, je pense que c'est vraiment important de répéter vraiment bien ça, parce qu'on a tous et toutes l'impression, quand on regarde aussi un peu, je sais pas, les médias mainstream, on a l'impression que ça va dans le bon sens, alors que non. Il y a des dynamiques qui sont en cours, mais elles sont pas dans le sens qu'on croit. Donc, on parle beaucoup d'agroécologie, mais l'agroécologie, c'est encore une petite part de ce qui se fait bien au niveau agricole. La consommation de viande, si on parle de ce levier-là, là en ce moment elle stagne par exemple, mais bon, elle diminue pas encore. Elle stagne à un niveau qui est très très élevé. Oui, voilà. 80 kilos par rien que sur les questions par personne par je crois qu'on est à une centaine de kilos par personne et par an. Je crois que juste rien que sur la viande rouge, on a 25% des Français qui mangent plus de 500 grammes par semaine de viande rouge, de bovin. Et on sait très bien que déjà environnementalement parlant, il faut baisser cette part. Alors sur l'élevage, il faut être assez vigilant parce que l'élevage, c'est 85%, ça mobilise 85% de nos terres en France, c'est énorme, c'est un chiffre qu'on n'a pas forcément. C'est-à-dire à la fois en prairie permanente, en pâture, mais aussi l'élevage, tu peux répéter? L'élevage en France mobilise 85% de la SAU, donc la surface agricole utile de la France. C'est assez énorme, à la fois en termes de pâturage, donc ça c'est ou de prairie permanente, mais il y a aussi beaucoup de terres qui sont dédiées à ça parce qu'on peut pas produire autre chose, donc ça c'est normal. Et après on a beaucoup de production céréales, de maïs sans silage, blé, pour nourrir ces animaux avec des céréales pour augmenter la productivité. En plus de tout ce qu'on importe. En plus de tout ce qu'on apporte. Pour nourrir les animaux. Voilà. Et ça, c'est vraiment énorme. Et ce qui pose problème, c'est, si on a l'élevage, c'est pas tant l'élevage extensif, les animaux nourris à l'herbe ou quoi, ou nourris avec des déchets agricoles, entre guillemets, mais c'est surtout les élevages vraiment concentrés, industriels, où on va chercher énormément d'intrants à l'extérieur. Et on va concentrer dans certains endroits des pollutions, des problématiques, et sans même parler du bien-être animal. Déjà ça, c'est. Ouais, j'allais dire que là, c'est pas le but aujourd'hui de parler des problématiques d'exploitation animale, mais c'est quand même un énorme sujet aussi sur lequel je reviendrai bientôt. Et donc voilà, donc l'objectif clé, c'est le premier objectif, c'est la réduction de la consommation de produits. En fait, c'est vrai qu'il y a énormément de leviers d'action sur tous les maillons du système alimentaire qui peuvent être mis en œuvre. Nous, on a surtout travaillé, en tout cas dans le premier rapport vers la résilience alimentaire, sur l'échelle territoriale, c'est-à-dire communes, communautés de communes. Les élus ont pas forcément ça en tête, ce que je disais tout à l'heure, justement, les aspects alimentaires, c'est un peu sorti de leur champ de vision, alors même qu'ils ont énormément de compétences pour faire évoluer leur système localement. On peut parler de la restauration collective, la gestion des déchets aussi, ça se passe au niveau communal, intercommunal. Ils peuvent aider à l'installation de paysans, d'agriculteurs. C'est eux qui gèrent tout ce qui va être l'artificialisation des sols aussi. Ça, c'est aussi un gros souci, la perte de nos sols du fait de l'artificialisation ou alors des pratiques agricoles. On a aussi travaillé du coup sur les échelons nationaux, parce que quand bien même des élus auraient envie d'agir vraiment de manière très engagée sur le système alimentaire localement, il y a quand même encore aujourd'hui des blocages au niveau national, au niveau de la PAC, qui empêchent d'aller très loin dans l'évolution du système alimentaire. Ce qu'on voit, c'est que même si
même si les acteurs économiques ou les agriculteurs étaient convaincus du besoin de transformer leur business et leurs pratiques, ils seront pas forcément en mesure de le faire aujourd'hui, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. En fait, ça c'est aussi une idée reçue qu'on peut avoir en disant, nous en tant que consommateurs, ou même si une entreprise agroalimentaire se dit tiens, je vais changer mes pratiques, ou en tant que consommateur, voilà, je suis conscient des enjeux, je change ma manière de consommer. En fait, c'est minime par rapport à tout ce qu'il faudrait changer. Aujourd'hui, c'est vraiment les blocages sont nombreux et c'est surtout des blocages au final politiques ou des blocages qui viennent de la concentration du marché ou d'une idéologie qui est très rémanente, qui doit aujourd'hui évoluer. Et en tout cas, si on revient sur les grands piliers de transition alimentaire aujourd'hui, que ce soit dans le monde ou même pour la France, il y a 2 grands scénarios qu'on fait de la prospective sur la transition alimentaire. Il y a le scénario After 2050 de Solagro, il y a aussi le scénario TIFA, je crois que c'est TYFA de l'IDRI, et en gros eux ils s'accordent sur 3 points, même s'il y a quelques divergences. C'est déjà généraliser l'agroécologie. Aujourd'hui, on allait dans des systèmes agricoles très simplifiés, très concentrés, très mécanisés, et avec l'utilisation d'intrants massifs, que ce soit pesticides, des intrants beaucoup issus du pétrole. Et l'idée, c'est de remplacer tout ça par des services écosystémiques, par vraiment essayer de mieux comprendre les écosystèmes, comment ils fonctionnent, les écosystèmes naturels, et de s'en inspirer. Donc c'est vraiment ça un peu la base de l'agroécologie. Donc en gros, l'agroécologie, c'est diversifier, favoriser la biodiversité, préserver les sols, voire même les régénérer ou les aggrader. Rien que si on parle des sols, on a perdu énormément de taux de matière organique dans nos sols. Et si on veut avoir une résilience de nos sols face aux sécheresses, etc., justement, il faut ajouter de la matière organique dans nos sols. Si on veut avoir des sols vivants, riches en fertilité, aujourd'hui, c'est vraiment le vivant qui fait la fertilité naturelle des sols, riche en bactéries, champignons, etc. Et en fait, ce sol, faut les nourrir, tout simplement. Et le pailler. Quand on a un potager, c'est bien, de le couvrir. Et voilà, l'agroécologie, c'est vraiment s'inspirer des écosystèmes naturels pour être le plus autonome possible, en se passant des intrants au maximum. Et c'est vrai que cette agroécologie-là, aujourd'hui, on parle beaucoup de drones, d'agritech, de 5G, de tracteurs 5G, de choses comme ça. Et pourquoi peut-être que ça peut résoudre 2-3 soucis à droite à gauche et en créer d'autres. Voilà. Mais aujourd'hui, les grands enjeux qu'on a, ils ont pas besoin de technologie pour être résolus. Ils ont besoin de changement de pratique et d'être entre guillemets plus intelligents dans ce qu'on fait au niveau de notre système agricole. Et du coup, on voit que tous ces objectifs pour transformer en profondeur le système, ils s'opposent vraiment à l'idéologie dominante et aux récits, aux idées reçues sur c'est toujours un peu les mêmes idées qui reviennent, mais là, il faut miser sur l'innovation et la technologie pour nous sauver. Il faut que l'alimentation, ça coûte pas cher. Ouais. Il faut que on augmente la production pour nourrir tout ça, pour nourrir les gens. Ça, c'est les grands récits dominants auxquels tout ça s'oppose. Et est-ce qu'on peut parler quand même du gros morceau, c'est pourquoi, quels sont les obstacles et pourquoi cette transition elle n'a pas lieu en fait. Oui. Quels sont un peu plus en détail les grands verrous du modèle actuel et après comment on peut faire concrètement pour les dépasser? Alors les verrous, il y en a quand même pas mal, ils sont assez nombreux. On peut parler de la spécialisation des territoires. Là, nous, on prône vraiment une agriculture nourricière sur les territoires, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qui se passe, par exemple, dans un département français, on voit que tout ce qui est produit sur un département est exporté, et après le département réimporte une grosse partie de son alimentation, du fait aussi de cette spécialisation qui continue. Ça, effectivement, au niveau des filières agricoles, elles se sont construites depuis, en gros, 2 générations. Donc, il va falloir les faire évoluer petit à petit pour reterritorialiser nos systèmes alimentaires. Il y a aussi de moins en moins d'agriculteurs, des agriculteurs qui ont des exploitations de plus en plus grandes. Ouais, un des freins aussi beaucoup à l'installation, aussi pour faire transitionner ces exploitations-là et ces agriculteurs-là, c'est qu'en fait, ils sont souvent pieds et mains liés via leur endettement fort. Même s'ils voudraient changer de pratique, en fait, ils ont des marges de manœuvre très faibles.
On peut aussi parler des nouveaux installants agricoles. Aujourd'hui, c'est pas rare d'avoir des fermes. Une ferme en moyenne en France, c'est 100 hectares, avec des bâtiments agricoles, des tracteurs, de la mécanisation, etc. Et c'est pas rare aujourd'hui d'avoir des fermes qui valent 1 million, 2 millions d'euros. Aujourd'hui, un jeune qui veut s'installer, est-ce qu'il a 1 million, 2 millions non, en fait. Donc, ça veut dire emprunter de l'argent à la banque, etc., s'endetter. Et être après prisonnier du système c'est ça, productif. Et du coup, avoir beaucoup de mal à s'en dépatouiller. Parce que faire évoluer ces pratiques, c'est aussi prendre des risques. Et quand on est pieds et mains liés, prendre des risques, il n'y a pas grand monde qui a le courage de le faire, entre guillemets, mais c'est même pas une question de courage, je pense, c'est très compliqué. On peut parler de ça aussi. Et la précarité alimentaire aussi, c'est, il y a déjà de base des gens, même si l'alimentation aujourd'hui, c'est un prix modique, je crois que c'est en moyenne, c'est 15% du budget d'un ménage, l'alimentation. Ça a jamais été aussi peu cher, en proportion. Mais bien sûr, ce que je disais un petit peu au début, c'est que ce prix modique, il cache des externalités négatives, un coût caché énorme pour la société. Mais quand même, cette précarité alimentaire, si on change certaines pratiques, en fait, il y a à la fois des pratiques qui vont faire augmenter le prix de l'alimentation, d'autres qui va le faire baisser. Et en tout cas, va falloir réfléchir à des actions, à des leviers pour ne pas augmenter cette précarité alimentaire et pour sécuriser toute une frange de la population sur leur alimentation. Et sur la concentration du pouvoir économique, oui. Comme on disait tout à l'heure, donc il y a 4 centrales d'achat qui contrôlent 92% du marché alimentaire. Comment on peut s'opposer à ce pouvoir-là? C'est vrai qu'il y a une telle, et au pouvoir aussi, parallèlement à ça, il y a le pouvoir aussi vraiment des lobbies, quoi. Sur, notamment sur la viande, c'est quand même assez puissant. En fait, le fait que le système alimentaire, vu qu'il a relativement il y a assez peu de normes, il s'est auto-organisé via les conventions en vigueur économiques. Donc il y a une concentration, on va dire que les acteurs de l'alimentation, ils ont dans leur objectif, c'est surtout de la rentabilité pour leurs actionnaires, etc. C'est pas forcément avoir un système résilient, durable, qui nourrit sainement la population, etc. Et donc il y a une énorme concentration à la fois de la distribution, mais aussi de la transformation, de l'agroalimentaire en général. Il y a quelques chiffres clés par rapport à ça. Par exemple, si on parle des moulins en France, il y a 50% de la farine française qui est issue de 10 moulins. Je crois qu'il y a plus de 300 moulins en France, ils étaient 40 000 il y a un siècle. Il y a 90% du beurre français qui est issu de 10 usines. C'est pareil pour le fromage. 50% de la viande est issue d'une dizaine d'abattoirs. En fait, il y a vraiment une telle concentration aujourd'hui capitalistique, que effectivement, si on veut faire évoluer tout ça, va falloir à un moment dire, ces actifs-là, soit ils sont obsolètes, et s'ils sont obsolètes, effectivement, il va falloir accompagner ces acteurs à une certaine transition. C'est aussi un combat à mener au niveau politique, parce que ils vont pas changer de leur propre gré, quoi. Il faut exproprier les grandes centrales et nationaliser tout ça. C'est dans les solutions qu'on porte un petit peu dans ce second guide, vraiment sur des solutions plutôt à l'échelle du coup nationale, ou vraiment politique. Effectivement, sur les questions d'alimentation, de précarité alimentaire et même de transition agroécologique, on parle de la sécurité sociale de l'alimentation, la SSA, quelque chose qui est pas très connu mais qui est en train d'être expérimenté déjà sur des territoires, notamment à Montpellier. Et l'idée de cette sécurité sociale de l'alimentation, c'est de se dire, en fait, l'alimentation aujourd'hui, c'est un besoin vital, primordial, un peu comme la santé, comme l'eau, comme l'éducation. Donc, en France, ces besoins-là vitaux, ils sont pris en charge par des services publics, l'hôpital public, l'éducation de nos enfants, les régies d'eau potable, etc. Mais l'alimentation, pour aujourd'hui, c'est vraiment le marché qui pilote ça. Et on voit bien que du coup il y a plein d'externalités négatives et que ça va pas du tout. Et donc en fait, cette sécurité sociale de l'alimentation, ça serait une nouvelle branche de la sécurité sociale et qui permettrait à la fois de financer la transition agroécologique tout en nourrissant sainement toute la population. Et ça, donc, ça fonctionnerait comment alors du coup? Ça serait un peu calqué sur le système de la sécurité sociale pour ce qui est de la santé. Donc ça serait quelque chose qui serait universel, alors que tout le monde aurait le droit à ça. Il y aurait un budget alloué à chaque personne. Donc ça pourrait peut-être 20 euros, 50 euros, 100 euros par mois par exemple. Et après les produits qui seraient orientés vers
seraient conventionnés, ça serait des produits conventionnés. On pourrait tout à fait les conventionner sur des critères sociaux, environnementaux, etc. Ça va être très important, si ça se passe comme ça en tout cas, que ça soit choisi démocratiquement, un peu comme le modèle des conventions pour le climat ou des conventions citoyennes. Et voilà. En tout cas, c'est déjà un peu ce qui peut se passer. Je sais qu'il y a Montpellier aujourd'hui qui expérimente ça à l'échelle de leur ville. Et il y a d'autres communes aussi qui commencent à faire ça. Mais ça, c'est à terme, ça serait forcément quelque chose qui se passerait au niveau sur un échelon territorial assez grand, région ou même niveau national, quoi. Produit. Et dans les autres leviers, il y a revoir en profondeur les politiques européennes et concevoir et financer des communs nourriciers, Ouais. pour contrebalancer le poids du capital dans l'agriculture. Peut-être tu peux un peu parler de ça, et puis après, on peut peut-être conclure sur est-ce que, en fait, toutes ces perspectives sont réalistes dans le, dans le contexte actuel. Dès qu'on parle de solutions à l'échelle nationale, c'est vrai que ça paraît un peu compliqué, voilà, on n'a pas forcément en tête tous les enjeux, mais en tout cas on pourra peut-être aussi revenir sur les choses qui peuvent être faites vraiment très localement sur l'échelle de sa commune, intercommunalité. Et ça, donc c'est plus le premier rapport vers la résilience alimentaire qu'en parle, et ça pour le coup il y a énormément d'actions possibles à faire au niveau local. Un des leviers nationaux qui est abordé dans ce second rapport qui veille au grain, c'est des offices fonciers, l'idée de faire des communs nourriciers. Et les offices fonciers, c'est en fait, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, le fait qu'on ait aujourd'hui il y a une concentration des fermes, il y a eu un poids du capital aujourd'hui qui est très grand dans les fermes, et c'est un blocage à l'installation, c'est un blocage à la transition pour les agriculteurs. Et c'est de se dire, en fait, un peu comme fait Tardolien qui est une foncière qui existe depuis 20 ans, qui rachète des terres agricoles et après qui les loue à bas prix à des agriculteurs, voilà. Alors eux, pour le coup, ils ont un label AB, donc agriculture biologique, mais c'est pas du tout forcément une obligation. Et donc ça serait un peu l'idée de reproduire ce que peut faire Tardolien, mais à l'échelle vraiment nationale, et que ça soit un service public. Aujourd'hui, Tardolien, ça existe depuis 20 ans, ils ont racheté 250 fermes, mais 250 fermes, c'est le nombre de fermes qui disparaissent chaque semaine en France. Chaque semaine. Chaque semaine, on perd 200 fermes. Je crois que c'est pas 250, je crois que c'est 200. Oui. Non, mais c'est énorme. En fait, on est vraiment dans un effondrement de la population agricole. Ça, c'est une autre vulnérabilité dont on n'a pas abordé. Ouais. C'est vraiment la chute du nombre d'agriculteurs en France. On sait que... Et la concentration du coup, qui est engendrée par ça aussi. En France, on va perdre 50% de nos agriculteurs... 50% des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 ans. Et on sait que il y a que la moitié qui va être remplacée. Est-ce que il y a quand même une inertie du système à ce niveau-là. On peut pas se dire agriculteur du jour au lendemain. Et donc, dans les 10 ans qui viennent, on sait qu'on va perdre 25% de nos agriculteurs. Donc, il y a vraiment un enjeu à faire basculer ces chiffres et à installer des nouveaux agriculteurs. Il y a de plus en plus d'urbains, néo-ruraux, de personnes qui sont non issues du monde agricole qui souhaitent basculer là-dedans, et c'est très bien. Il faut les aider, et malheureusement il y a des blocages aussi à ce niveau-là, notamment ces blocages au niveau de ces fermes qui sont devenues vraiment très mécanisées, avec des outils de travail très spécifiques, imposants. Et comment faire? Ce serait de diminuer ce poids du capital, justement, que ça soit acheté par un service public, et après en gros l'agriculteur serait un peu comme locataire toute sa vie, voire même ça pourrait être même transmissible à ses enfants s'il le souhaite. Donc il y a une question aussi de propriété privée, ça c'est aussi ça peut être un peu controversé, mais il faut savoir qu'en France il y a que 20% des agriculteurs qui sont propriétaires de leur terre. Tout le reste ils le louent, il y a des beaux ruraux, donc c'est déjà quelque chose qui se passe déjà sur nos territoires. Peut-être pour finir, tu peux donner d'autres exemples de leviers à l'échelle locale, à l'échelle des territoires, pour peut-être se donner un peu d'élan et d'enthousiasme. Possible à faire. On peut parler notamment les communautés de communes, elles ont la responsabilité et la compétence de la restauration collective sur leur territoire. Donc c'est quand même un repas sur 6 en France, tous les jours. C'est 2 millions de repas tous les jours. On a donc c'est les écoles, les hôpitaux, les crèches, etc. Potentiellement les EHPAD. Et donc les élus ont le choix de mettre des cahiers des charges sur cette restauration collective pour que cette restauration, cette alimentation puisse être locale, pour faciliter
ça soit favoriser certaines filières agricoles. Et donc ça, c'est un gros levier d'action qui est en plus assez sexy politiquement, parce que voilà, on s'est connu, les parents d'élèves sont contents, etc. Alors c'est pas forcément le plus simple à mettre en œuvre. Il y a même des régies maintenant municipales sur l'alimentation. Il y a Mouans-Sartoux qui est le plus connu dans les Alpes-Maritimes, parce qu'ils sont précurseurs là-dessus. Ils ont carrément des agriculteurs fonctionnaires qui produisent l'alimentation bio, locale, etc. pour les élèves. Mais il y a plein d'autres exemples aussi, et de communautés de communes ou de communes qui s'emparent de ce sujet-là. On peut aussi parler par exemple du bouclage des nutriments. Là, je parlais tout à l'heure le phosphate, l'azote, tout ça, c'est des intrants qui sont primordiaux pour avoir des bons rendements en agriculture. Et en plus, c'est des choses qu'on a peu ou pas en France. Les phosphates qu'on importe, et puis l'azote, 2/3 de l'azote, c'est de l'azote minéral qu'on capte dans l'air via un procédé très énergivore avec du gaz naturel. Et ces nutriments-là, ils sont majoritairement perdus dans l'environnement, et en plus ils impliquent des pollutions fortes. Et il y a un enjeu à les capter pour les remettre dans la boucle agricole. Donc on appelle ça le bouclage des nutriments. Et ça, il y a pareil la gestion des déchets, du coup, parce que c'est vu comme un déchet. Ça se passe aussi au niveau des comités de communes. Et on peut parler au compostage. Par exemple, le compostage, aujourd'hui, il y a une réglementation qui rentre en vigueur à la fin d'année, là, au 31 décembre 2023, dans quelques mois, qui va interdire la mise en décharge ou l'enfouissement ou l'incinération, de tout ce qui est biodéchets, les déchets de cuisine, le gaspillage alimentaire, les tombes de pelouse, les feuilles mortes, etc., déchets verts. Et tout ça, ça va devoir être composté, remis dans un cycle agricole. Pareil, ça se décide à l'échelle communale, intercommunale. Donc peut-être ça sera des compostages en pied d'immeuble, peut-être ça sera pour faire de la méthanisation un petit peu sur un territoire un peu plus large. Mais après, il y a aussi toute la question des excrétas humains, urine, matière fécale, etc. C'est pas alors ça, pour le coup, c'est pas sexy politiquement, mais c'est un gros enjeu de boucler aussi ces choses-là, qui en plus, comme je disais tout à l'heure, ces nutriments-là aujourd'hui finissent dans notre environnement, et on a des pollutions majeures à cause de ça. Pour peut-être conclure, est-ce que tu as envie de donner ton sentiment personnel, pas au-delà de ce que vous portez avec l'asso, comment est-ce que tu te sens enthousiaste vis-à-vis de l'avenir, ou est-ce que déjà toi t'es formateur aussi en agroécologie, donc est-ce que ça te permet d'être dans l'action et donc d'être peut-être moins angoissé? Et c'est vrai que moi j'ai fait en sorte d'avoir une activité à la fois pro et bénévole, personnelle, en cohérence avec la transition au sens large, notamment sur l'alimentation, l'agroécologie. Donc ça, c'est chouette. Être dans l'action, c'est vraiment, je pense, quelque chose de primordial. Pas forcément être que derrière un ordi, et quand on a l'occasion, c'est quand même beaucoup mieux, c'est beaucoup plus chouette. Et après, moi, ce que je peux voir au niveau de l'asso, je pense qu'il y a vraiment une attente. L'asso a 4 ans. On est issu de rien on n'était pas du tout connus. On a sorti des contenus, très scientifiquement sourcés, avec une vision très globale, très holistique des choses, assez opérationnelle. Et c'est vrai qu'on se rend compte que ça manquait. Les gens n'ont pas forcément les enjeux, savent pas forcément par quoi commencer. Mais par contre, on voit changer les discours. Alors, c'est pas encore les actes. Assez peu, mais dans les discours on voit que ça change. On peut parler de la métropole de Lyon, par exemple, qui a voté une politique de résilience alimentaire vraiment très forte, qui reprend en plus vraiment assez précise les travaux qu'on a pu faire. Il y a plein d'autres métropoles qui s'intéressent à ça, même Paris s'intéresse à ça, métropole du Grand Paris, etc. Et en tout cas, il y a vraiment de plus en plus une volonté politique de faire changer ça. Et ça, c'est pour le coup, c'est nouveau. Et c'est chouette. Et c'est chouette, ouais. Merci beaucoup, Arnaud. Merci, Alexia. Merci beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Vous pouvez soutenir Présage en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast et en partageant les épisodes. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite.